Donc je vais parler à des initiales. Ah, merci. Un courageux. Ok. Voilà, bonjour. Vous êtes combien? Vous êtes 15. C'est pas énorme. Et on est le 10. Ok, donc on démarre à 15 et on verra à combien on terminera. Vous allez bien? Oui, ça va. Fatiguée, mais ça va. Ouais, je connais. Alors, galerie. Il n'y a pas de galerie grand format parce que vous n'êtes pas assez nombreux. Tiens. Voilà. Bon, il y a un truc bizarre avec mon Teams. Bon, tant pis, on démarre. Vous voyez ceci? Je vois pas le chat. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des actuaires dans la salle? Je suppose que oui. Il y a des actuaires dans la salle? Oui. Il y a des gens qui disent oui. Ok, bienvenue. Donc pour les actuaires, je suppose que vous ne me connaissez pas, donc je m'appelle comme ceci. Ça c'est le prénom que j'aime bien, enfin c'est le prénom que j'utilise. Et ça c'est mon prénom officiel et j'ai pas réussi à le changer dans le système de l'ULB. Et donc, chaque fois que vous communiquerez avec moi via Teams, vous verrez apparaître ce machin. J'aime bien dire que j'offre un chocotoff à quiconque arrivera à prononcer ceci sans tricher du premier coup. Il y a très peu de chances que vous y arriviez. Alors, vous pouvez me contacter par email, mais je préfère de loin que vous me contactiez par Teams pour tout ce qui concerne les cours. C'est beaucoup plus simple pour moi. Sinon, voilà, je mélange les sources d'information et les sources de travail. Et j'ai tendance à plus répondre plus rapidement par Teams que par email. Donc voilà, vous me contactez si vous avez une question par Teams, ce sera mieux. Comme vous le savez, normalement, votre assistant, c'est Julien Rémy, avec qui vous avez déjà eu TP lundi matin, je crois. Alors, on aura 30 heures à peu près de théorie et 30 heures d'exercice. Bon, il y a déjà 4 heures qui sont passées à la trappe, mais j'espère que c'est pas trop grave. Les horaires sont donnés sur Géol, mais en principe, je crois que c'est tous les mercredis matins, et puis, puis ça change un petit peu autour de ça. Voilà, c'est sur Géol. On va essayer de systématiquement démarrer à l'heure plus 10. Comme ça, vous savez, vous pouvez vous lever à 8 heures et on démarre à 8h10. C'est visiblement toujours tôt le matin, voilà, c'est comme ça. Alors, comment ça marche? Je crois qu'aucun d'entre vous n'a eu de cours avec moi en mode monde nouveau. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire la théorie, ce sera sur Teams tout le temps. Donc, même si le monde redevient normal, ce à quoi je ne crois pas trop, mais même si on revient en fonctionnement présentiel à partir du mois de mars, du mois d'avril ou du mois de mai, le cours théorique continuera à être sur Teams, sauf si tout est libéré, mais ça, j'y crois pas une seconde. Donc, le cours théorique, en principe, sera toujours sur Teams jusqu'au bout de l'année, toujours en live, donc avec ma douce voix, aux horaires prévus. Il n'est pas obligatoire d'assister au cours, et en fait, vous pouvez très bien quasiment tout louper, parce que à la fin de chaque cours, il y aura une vidéo qui sera produite. Cette vidéo sera mise à disposition. Vous voyez normalement que l'enregistrement a démarré. Et les notes manuscrites, donc tout le cours aura lieu en notes manuscrites, comme au tableau, et les notes que je produis pendant le cours théorique seront mises à disposition de tout le monde après chaque cours. Donc ce document-ci, après chaque cours, il y aura un nouveau document et je le mettrai en ligne. Tout sera mis sur Teams, donc dans Teams via le canal. Donc vous voyez, hein, c'est où?
Comment je fais? Je sais pas très bien comment je peux. J'ai pas envie de faire de bêtises, donc je vais pas toucher. Mais dans Teams, vous pouvez voir le canal, vous voyez le canal, vous voyez les fichiers du canal, et donc vous allez trouver tous les différents documents, donc tous les PDF que je produis pendant l'année. Et vous aurez aussi des liens stream vers les différentes vidéos. Tout ça, je mets également sur l'UV parce que c'est peut-être plus simple à suivre. Vous verrez qu'au fil de l'année, on aura de plus en plus de vidéos, de documents, et ce serait un peu foutraque sur Teams. Et donc sur l'UV, je mets les choses de manière statique et ordonnée dans le temps. Ce sera plus simple à suivre, surtout pour ceux qui ne suivent pas le cours en live. Et étant donné que tout ça est quand même pas mal lourd en termes de bande passante, je mets aussi enfin plutôt en termes de téléchargement. Certains d'entre vous n'ont peut-être pas des bonnes connexions chez eux, ou alors ils travaillent dans des bibliothèques. Et donc télécharger une vidéo de 1 giga sur votre téléphone portable, c'est pas top. Et donc je mets tout aussi à disposition sur YouTube. Et donc dès le moment où vous êtes dans ce cours, vous êtes prêt à vous retrouver sur YouTube. En principe, je mets en privé, mais parfois je me trompe. Alors tout ceci, je le fais à la fin de chaque cours. Ça me prend une vingtaine de minutes à chaque fois de tout mettre en ligne. Il est tout à fait possible que j'oublie. Si jamais vous vous rendez compte le lendemain que j'ai pas mis en ligne, bah, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Il est tout à fait aussi possible que je me trompe, que je mette la mauvaise vidéo au mauvais endroit ou ce genre de choses. Bah, vous m'envoyez un mail pour me le signaler. C'est fort involontaire. Ça va se produire, et donc je compte sur vous pour me le dire. Moi, je le remarquerai pas. C'est-à-dire que je ne vérifie pas ce que je mets en ligne. Voilà, ça prend trop de temps. Alors, donc, si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair enfin non, pas si jamais. Quand il y aura des choses qui ne sont pas claires, quand il y aura des trucs que j'ai mal expliqués ou des trucs que vous n'avez pas compris, bah, vous me contactez par Teams. L'avantage de Teams, c'est que ça donne une certaine, paradoxalement, ça donne une certaine proximité. Que moi j'aime beaucoup. Donc vous m'envoyez un petit Teams et vous dites, voilà, il faut juste garder un... Bah, j'ai déjà eu des contacts avec beaucoup d'entre vous, donc ça va bien se passer, mais je préfère quand même prévenir les premières qu'il faut faire attention à... Faut pas être trop obséquieux, parce que trop obséquieux, c'est atroce. Donc, pas, cher monsieur, que votre chemin soit fleuri, vous êtes la 7e merveille du monde, tout ça. Ça c'est exagéré. Mais faut pas non plus être trop... Voilà, j'ai un élève une fois qui m'a écrit «Salut, ça va?» Ça, j'apprécie moyennement aussi. Donc, il y a un juste milieu entre l'obséquieux fleuri et le manque de respect. Voilà, gardons ça. Et donc l'avantage de Teams, c'est qu'il ne faut pas à chaque fois écrire des longs mails, cher monsieur, etc. etc. Donc utilisez Teams. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous m'envoyez un message Teams, et si jamais vous voyez que je l'ai lu et que je ne vous ai pas répondu dans la journée, bah, ça veut dire que je l'ai oublié, et donc vous me le renvoyez vous me renvoyez jusqu'à ce que je vous réponde. Et alors on avise. En général, je téléphone aux gens, aux élèves, et on fait un petit rendez-vous. Typiquement, ces rendez-vous, je les enregistre. Et tous les documents qui seront produits, ce sera un peu le même principe qu'ici, seront aussi mis en ligne sur Teams et sur l'UV. Comme ça, tout le monde peut partager ce que tout le monde... Enfin, tout le monde peut profiter des questions de tout le monde. Pour les TP, ben donc pour l'instant, ça se passe sur Teams. Le plus vite possible, j'espère, ça se passera en vrai. Que ce soit à un horaire fixe ou qu'on dédouble des horaires, je ne sais pas, ça dépendra un peu de la situation sanitaire. Comment est-ce que vous pouvez travailler ce cours? Bah, entre guillemets, pour les matheux, c'est un bête cours de maths, donc vous savez comment ça marche. Pour les actuaires, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que c'est un cours fort théorique par rapport à votre formation. Donc, pour la théorie, bah, il y a comme base, il y aura les notes manuscrites. La composition de l'examen, donc des questions d'examen, sera basée sur le matériel qui sera donné dans ces notes manuscrites. Mais dans ces notes, je suis grosso modo le syllabus qui est mis enfin, j'espère que je l'ai mis en ligne. Vous me dites n'hésitez pas à faire non si je dis bêtises, mais je crois que je l'ai mis en ligne. Et donc, grosso modo, je vais suivre ce syllabus que j'avais rédigé l'année passée. Mais j'en suis pas méga content. Il y a des angles que j'ai pris que j'aime pas trop. Et donc, je vais profiter de vous cette année-ci pour le refaire en version manuscrite, dans un ordre un peu différent, avec des angles un peu différents, pour essayer de rendre ça un peu meilleur que l'année passée.
Et alors, étudier un cours de maths, c'est quoi? C'est grosso modo tout comprendre. Il n'y a pas fort le choix. Donc, quand je fais une démonstration, les matheux, vous savez comment ça marche. Vous devez comprendre chaque étape. Et tout ce que vous ne comprenez pas, vous vous posez la question de est-ce que je ne l'ai pas compris parce que c'est moi qui n'ai pas compris, ou est-ce que je ne l'ai pas compris parce que c'est le prof qui l'a mal expliqué. Et si jamais vous arrivez à la conclusion que c'est moi qui l'ai mal expliqué, vous m'envoyez un mail pour me demander d'éclaircir. Les actuaires, vous aurez un examen un peu différent des matheux, et donc vous devez moins vous inquiéter des preuves. Vous allez y assister, vous allez pouvoir, je vais les faire devant vous, mais vous devez moins vous en inquiéter. Il n'y en a que quelques-unes qui seront pertinentes par rapport à votre examen à vous. Donc vous aurez un examen un peu moins théorique que les matheux. Les exercices, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler en tout cas, ça c'est ma vision des choses, qu'il faut travailler par petits groupes, il faut discuter, il ne faut pas regarder les correctifs. Donc je mets les correctifs en ligne parce que vous êtes un peu tous, chacun tout seul dans votre bulle, donc vous ne travaillez pas à la même vitesse. Donc je mets directement les correctifs à disposition. Mais c'est comme disait Julien, je crois dans un de ses messages, c'est pas une bonne idée Le but, c'est pas de comprendre les correctifs. Les correctifs sont là pour vous aider après. Si vous décidez d'utiliser les correctifs, moi je trouve ça personnellement relativement idiot, mais vous êtes libre évidemment. Donc essayez les exercices avant et cassez-vous la tête. Je vais en reparler, mais il faut compter énormément de travail, énormément. Même les actuaires, je veux dire, comptez bien 4-5 heures par séance de TP. Alexandre, oui, donc il y aura donc pendant l'année, j'essaierai de ne pas oublier, mais à la fin de l'année, donc vers le mois d'avril, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Enfin, en fait, je vais en parler maintenant. À la fin de l'année, je mettrai une liste le plus claire possible de la matière pour les actuaires et pour les matheux. Et donc actuaires matheux, vous n'aurez pas le même examen. C'est la vie, c'est comme ça. Je veux dire, je n'oserais pas poser les mêmes questions, les mêmes niveaux de questions théoriques aux matheux qu'aux actuaires. Les actuaires, vous avez une formation différente et vous avez une utilité différente de ce cours. Alors l'examen, j'espère qu'il aura lieu en présentiel. Voilà. Je vous avoue que j'y crois, je suis un peu déprimé. Ma femme est infirmière et ce qu'elle me dit me déprime. Mais bref, c'est la vie. Mais on ne sait jamais, ça va peut-être se passer en présentiel, tout le monde sera vacciné, tout ça. L'examen sera un mix de théorie et de TP, avec à peu près 40% de théorie donc pour les matheux, 40% de théorie, 60% de TP. Pour les actuaires, sera probablement un peu moins de théorie. Et plus ou moins 70% de TP. Il y aura un mix de questions longues et de questions à choix multiples, de questions courtes. Questions longues, c'est des démonstrations, des définitions, des résolutions d'exercices, etc. Questions QCM, ça j'aime bien. Je suis plutôt doué pour écrire des QCM casse-tête. Alors si ça se passe en présentiel, il y aura peut-être ça a décidé en fonction de comment ça va se passer, donc je vais encore rien dire de définitif. Mais donc si c'est en présentiel, en principe il y aura 2 parties, une partie théorique sans notes, et donc là je vous demanderai juste de connaître vos définitions et de connaître une ou deux démonstrations, et je vous demanderai de me réciter une ou deux démonstrations. Donc partie théorique sans notes, et puis il y aura la partie exercice avec notes, et donc vous aurez accès à tout. Si ça se passe en distanciel, ce sera intégralement avec notes. Voilà. Et donc, en tout cas pour les exercices, vous pouvez déjà vous entraîner à travailler vos exercices avec vos notes sous la main, parce que quoi qu'il arrive à l'examen, vous aurez droit à vos notes. Si ça se passe en présentiel, je vais quand même, j'espère, pouvoir faire en sorte que vous puissiez faire l'examen dans une salle informatique. Parce que bon, on va pas vraiment beaucoup. En fait, je vais pas vous apprendre à coder, je vais pas vous apprendre à utiliser votre ordinateur. Je vais même quasiment jamais l'utiliser moi pour vous. Mais ça peut être extrêmement. Donc, pour moi en tant que rédacteur de questions, c'est extrêmement limitant de ne devoir vous poser que des questions que vous savez résoudre à la main. C'est trop, voilà, inverser une matrice à la main, je peux vous demander une 2x2 ou une 3x3, faussement 3x3, mais c'est tout. Et donc,
quoi qu'il arrive, pour la partie exercice, vous aurez droit à votre ordinateur où on fera l'examen en salle informatique, comme ça vous pourrez utiliser un ordinateur. Et donc, voyez l'utilisation de l'ordinateur comme l'utilisation d'une calculette. C'est une calculette géante. Vous aurez droit à l'Internet, vous aurez droit à tout ça pour la partie exercice, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Et je vous encourage très très fortement déjà maintenant, si ce n'est déjà fait, à tomber amoureux transi de Mathematica. Ceux qui ne savent pas ce que c'est Mathematica, cherchez un peu, cherchez entre vous. Je peux vous donner, si j'oublie pas, je peux vous donner un lien. L'ULB vous donne accès à Mathematica gratuitement. Téléchargez ce machin, c'est une merveille, ça fait tous les calculs à votre place. Et donc ça rendra votre vie plus facile. L'examen sera de toute façon faisable à la main. Le but n'est pas de tester votre capacité à utiliser un ordinateur, mais ceux d'entre vous qui apprennent à résoudre l'exercice avec un ordinateur, vous aurez un gros avantage parce que tout sera plus simple. Donc voilà. Any questions so far? Non. Ok. Je vois. Ah voilà, c'est marrant, je vois pas toutes les têtes. MATLAB peut pas remplacer. Oui et non. Disons que Mathematica a l'avantage de pouvoir faire du calcul symbolique de façon très efficace. Et donc, moi, je préfère de loin Mathematica. Parce que tu peux faire toutes tes intégrales. Tu vois, tu définis une fonction, puis tu peux l'intégrer, tu peux la dériver, tu peux la plotter. Enfin, c'est plus simple. Mais MATLAB ou R, si tu préfères R, tu peux utiliser R. Mais disons que pour ce qu'on va faire, c'est plutôt l'outil calculette dont vous aurez besoin plutôt que l'outil programmation. D'autres questions? Ok. Donc pour l'examen, on clarifiera tout ça en temps utile. Dès que possible. Hein. Alors, comme vous le savez, parce que vous avez déjà vu le plan de cours dans le syllabus, il y a deux grosses parties dans ce cours. La première partie, c'est, disons, le complément de la théorie vu en première année avec les matheux. Et la deuxième partie, c'est ce qu'on pourrait appeler un cours de processus stochastique. Donc, dans la première partie, il y a le premier chapitre que je ne vais pas faire avec vous, qui concerne la remise à niveau, quelque part. Donc, pour les matheux, je crois que vous avez lu cette partie de syllabus avec très peu de surprises. Ça ne fait que vous rappeler des choses que vous avez vues en première avec un peu de langage issu de théorie de la mesure. Ensuite, on va faire un chapitre. Donc, j'ai inversé l'ordre par rapport au syllabus. Donc, dans le syllabus, c'était d'abord les convergences et puis l'espérance conditionnelle. Ici, j'ai décidé d'inverser l'ordre, donc de commencer par l'espérance conditionnelle et puis après, on fera les convergences. Je crois que ça répond à ta question, Dani. Et donc ça, ce sera grosso modo 10 heures de cours. Enfin, ces deux-ci. Je crois 10 heures ou peut-être même 15 heures de cours. Comment dire? Ce chapitre-ci est absolument indispensable pour tout le monde, vous en avez tous besoin. Celui-ci est peut-être moins pertinent pour les actuaires, parce qu'on va voir en détail des choses dont vous n'aurez pas vraiment une grande utilité dans votre carrière. Par contre, pour les matheux, c'est indispensable. C'est la suite de la toute fin du cours de première année, et ce sont les choses que vous avez déjà utilisées beaucoup dans vos cours de stats, c'est-à-dire théorème de Slutsky, delta méthode, théorème centrale limite généralisé pour les suites triangulaires, etc., etc., etc. Donc ce sont des outils que vous avez déjà utilisés. Et ici, on va essayer de faire autant que possible les preuves et les justifications le plus rigoureux possible. Ce que j'essaye de faire dans cette partie-ci, c'est de tout voir de façon self-contained, c'est-à-dire que j'essaie de faire toutes les preuves de toutes les affirmations. Il y en a certaines que je vais skipper parce que c'est juste trop long, particulièrement ici, il y a quelques preuves que je ne ferai pas, et alors je renverrai vers les références. J'ai déjà mis en ligne l'une des références de base que j'utilise pour ce cours. C'est le livre de Barbe et Ledoux. C'est un livre qui est plutôt bien fait, très français, très français, mais plutôt bien fait. Il y a juste, je sais pas, je crois qu'ils, donc Michel Ledoux, c'est dans mon monde, allez, il y a Dieu et puis il y a juste en dessous, il y a Michel Ledoux. Voilà, c'est un monstre. Si vous regardez sa page web, vous regardez ce qu'il a fait dans sa carrière, c'est absolument merveilleux.
C'est un des mathématiciens dont les œuvres vont rester. Mais assez bizarrement, ils ont fait quelques grosses bêtises dans ce bouquin. Donc il y a 2-3 définitions qui sont complètement fausses. Je ne sais pas ce qui leur est passé par la tête. Mais sinon, globalement, le livre est très bien fait. Et donc je suis ça de façon assez proche, particulièrement dans ce chapitre-ci. Je mets de toute façon les références, je les mettrai dans le fil Teams et sur l'UV. Donc je mets les PDF. Donc je les ai volés. Vous savez comment voler des livres, j'espère. Si vous ne savez pas, je peux vous l'apprendre. Même si ça devient de plus en plus compliqué. C'est assez triste. Donc je mettrai des PDF en ligne. Donc vous pouvez accéder aux PDF. Si quelqu'un me dénonce, je dirais que c'est pas moi. Alors après, pour la partie 2, on va faire donc des processus stochastiques. Et ça, c'est un peu le contraire de ce qu'on a fait ici. Donc ici, on fait les choses en détail à fond. Ici, c'est un peu un saupoudrage. C'est-à-dire qu'on va picorer des définitions et des théorèmes importants sur différents sujets. Donc les martingales, tant les martingales discrètes que les martingales continues, les chaînes de Markov, les processus de Poisson. En fait, ces 3 trucs-ci pourraient être un seul chapitre. Processus de Poisson, gaussien, markovien. Et on terminera avec le clou du spectacle, qui est le mouvement brownien, dont vous avez probablement déjà entendu parler. Et ce truc-ci, il est indispensable. En fait, ce dernier chapitre est un point de départ pour une toute nouvelle théorie qui s'appelle le calcul stochastique, que peut-être certains d'entre vous étudieront, mais pas avec moi. Alors, je termine ma petite motivation, introduction par quelques mots. Donc, là, comme je disais, la partie 1 est le complément du cours de première. Mais vu avec l'angle de maintenant vous avez le cours de théorie de la mesure, en tout cas les matheux, vous avez le cours de théorie de la mesure, et donc je peux utiliser ces outils-là. Pour les actuaires, chaque fois que je ferai référence à quelque chose qui vient de théorie de la mesure, vous acquiescez, vous admirez, et ça ne fera pas partie de votre matière théorique parce que vous n'avez pas eu le cours de théorie de la mesure, en tout cas pas celui que les matheux ont eu à l'ULB. L'ensemble cours de première plus partie 1 du cours de troisième offre, j'espère, une base solide pour les utilisations à venir, particulièrement en stats, parce qu'en Belgique, il y a énormément de stats. La Belgique est un truchement statistique extrêmement important, avec des gens comme Pindaven, Verdebout, Alain que vous ne connaissez pas, ou Geert Molenbergs, voilà, il y a tout plein de gens en Belgique qui font des stats assez poussées. StatMath, étonnamment, il y a l'ULB, quelque part le dernier vestige qui fait encore des StatMath. C'est en train de s'orienter vers stats appliquées un peu partout en Belgique aussi. Donc la partie matheuse disparaît petit à petit de tous les curriculi. Si vous voulez faire des stats maths, vous êtes au bon endroit. Si vous voulez faire des stats en Belgique, vous êtes quand même au bon endroit. Si vous voulez faire de la proba ou des processus stochastiques, il faut s'exiler malheureusement. Partir en France, partir au Luxembourg. La France a une tradition de proba époustouflante. C'est un peu les Français qui ont tout inventé et qui continuent à tout inventer. Vous ne savez évidemment pas ça, mais par exemple, si vous allez à Nancy, je ne sais pas si vous voyez même ce que c'est Nancy. C'est une ville dans le nord de la France. Nancy a une université. Nancy a un département de probabilité qui compte une 50aine de permanents. Donc il y a 50 personnes à l'université de Nancy qui travaillent en proba. En Belgique, on est 2 ou 3 en Belgique. Enfin voilà, ça vous dit le déséquilibre qu'il y a. La partie 2 offre un aperçu d'une théorie absolument gigantesque qui est étudiée. Moi j'aime bien cette théorie pour sa beauté parce que c'est beau. Enfin, surtout ici, c'est absolument dingue ce qu'on sait faire avec les mouvements browniens. C'est d'une beauté époustouflante. Et comme je disais, ce dernier chapitre est un point d'entrée vers un monde d'applications qui sont, moi, c'est pas trop mon monde de tout ce qui est finance, mais c'est la finance qui a motivé le développement de la théorie des mouvements browniens. Donc, ça a quand même eu de jolies conséquences, mais bon, c'est ce que c'est, mais c'est aussi utilisé dans la théorie des équations dérivées partielles, équations stochastiques, transport optimal. C'est même à la base de pas mal de développements en biologie théorique, etc., etc. Ok.
Des questions jusqu'à maintenant? Alors on y va. Donc, chapitre 1, je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai repéré 2-3 coquilles, donc je vais de toute façon le re-rédiger, mais je ferai ça petit à petit. Et je vous mettrai un syllabus corrigé en ligne le plus rapidement possible. Ah oui, j'ai peut-être oublié de dire ça. Donc, chaque chapitre ici, 1, 2, 3 jusqu'à 11, donne lieu à peu près une feuille de TP. Les feuilles peuvent être très déséquilibrées. Donc, comptez très honnêtement, comptez entre 2 et 5-6 heures de travail par feuille, par liste. C'est normal que ça vous prenne du temps. Ce n'est pas normal que ça ne vous prenne pas de temps. Voilà. Même moi qui connais les exercices, si je devais les faire, si je vais m'asseoir et les faire, même si je connais le développement à rédiger, ça me prendrait une bonne heure et demie à 2 heures par liste de TP. Vous ne connaissez pas l'exercice, donc vous devez rajouter à ça un processus de réflexion, vous devez rajouter à ça un processus d'erreur, vous allez faire des erreurs. Voilà. Je mets les correctifs en ligne, je l'ai déjà dit, c'est une très mauvaise idée de lire des correctifs avant d'essayer les exercices. Ok. Alors on démarre tout de suite avec le chapitre 2, je vais essayer d'utiliser des notations cohérentes. Ça va, vous arrivez, si vous n'arrivez pas à lire, vous me dites. Hein. Chapitre 2, espérance conditionnelle. Alors, on fera une pause à 9 h. J'arrêterai l'enregistrement. On fera une pause de 10 minutes et puis on reprendra à 9h10 et on terminera à 10 h pile. Donc chaque cours donnera lieu à 2 vidéos. 2.1, introduction et motivation. C'est rare mon écriture? En fait, je vois que 2 têtes, c'est dommage. Je crois que vous êtes 3 dans la réunion, je n'arrive à en voir que 2. Je sais pas pourquoi. Bon, tant pis. Alors, soit oméga A, P, un espace probabilisé. Alors, si j'étais en classe avec vous, je m'arrêterais déjà là et je dirais c'est quoi un espace probabilisé, puis je vous regarderais droit dans les yeux pendant 5 minutes en contemplant le silence et en comptant les mouches. Mais donc là, je ne peux pas le faire malheureusement. Donc je vous laisse un peu réfléchir et vous souvenir de ce que c'est un espace probabilisé. Un espace probabilisé, c'est un espace fondamental, donc une collection de trucs, sans aucune forme de structure a priori. Donc ça peut être des courbes, comme des points, comme des opinions, comme des anagrammes, enfin des anagrammes, enfin voilà, ça peut être de toute nature. A, c'est une sigma algèbre, donc c'est une structure d'ensemble qu'on met sur les sous-ensembles, sur des sous-ensembles de oméga. Cette structure est telle que oméga est dans A si donc c'est ça. Donc cette structure-ci est telle que oméga est dans A, c'est stable par complémentarité et c'est stable par union dénombrable. Et P, c'est une mesure, donc c'est une application positive sur A qui est standardisée, donc P de oméga vaut 1 et qui est sigma additive, c'est-à-dire que la probabilité d'une union disjointe, c'est la somme des probabilités. Si vous ne voyez pas ceci de manière immédiate, c'est que vous n'êtes pas prêt pour ce chapitre 2. Vous devez absolument retourner dans le chapitre 1 et relire ce que c'est un espace probabilisé. Donc prenons un espace probabilisé et prenons A, B, deux événements. Deux événements de A. Donc deux événements de A, c'est quoi? C'est simplement deux éléments de A. Donc je vais peut-être l'écrire quand même proprement. Donc A, B appartiennent à A. Supposons que la probabilité
de B soit strictement positive. C'est-à-dire que B est un événement qui n'est pas de mesure nulle. On définit, comme vous le savez très bien, comme d'ailleurs j'avais fait une petite blague là-dessus dans le chat, on définit la probabilité conditionnelle de A sachant B par j'ai presque honte de vous le réécrire, P de A sachant B, c'est P de A et B divisé par P de B. Et c'est à cause de cette définition qu'il faut, enfin dire, c'est à cause de ça que cette définition n'a aucun sens si P de B vaut 0. Donc c'est pas pour des raisons, enfin, la seule raison pour laquelle on ne peut pas conditionner par rapport à un événement de probabilité nulle, c'est qu'on ne peut pas diviser par 0. Et donc ce machin-là, qu'est-ce qu'il fait ce machin-là? Intuitivement, mesure la proportion de oméga dans oméga qui appartiennent à A mais proportion pas sur le oméga total, mais parmi les oméga de B. Il s'agit donc de l'application plutôt qui envoie A sur la probabilité de A sachant B est une nouvelle mesure sur quoi? Sur oméga A. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour chaque ensemble de probabilités non nulles, on recrée une nouvelle mesure qui est la mesure P de machin sachant B. On peut le vérifier vite fait. Je ferai pas. Enfin, c'est une démonstration un peu idiote, mais je vais quand même vite le faire. Donc, en effet, première chose, on vérifie que la probabilité du vide c'est 0. Enfin, on peut vérifier que la probabilité du tout c'est 1 peut-être d'abord. P de oméga sachant B, ça vaut la probabilité de oméga inter B divisé par la probabilité de B. Là, ça vaut la probabilité de B divisé par la probabilité de B, ça vaut bien 1. Ça, c'est bon. Le deuxième, ce serait, c'est toujours positif. Oui. Ça, c'est vrai aussi. Pourquoi c'est vrai? Parce que ce machin-là, c'est le ratio de deux trucs positifs. Ça, c'est positif parce que P est une mesure de proba. Ça, c'est positif parce que P est une mesure de proba. Donc ça, c'est positif. Et le troisième point, c'est que si jamais si j'ai A1, A2, etc., qui sont des éléments de A qui sont disjoints, la probabilité de leur union, donc la probabilité conditionnelle de leur union, pardon, de nouveau par définition, c'est ceci. Ça vaut par définition par les propriétés des opérations ensemblistes, ça vaut ceci. Et parce que P est une mesure de proba, ça vaut ceci. Pourquoi? Parce que, étant donné que les AI sont si les AI sont disjoints, n'importe quelle intersection de AI avec n'importe quoi d'autre reste une suite d'ensembles disjoints. Et donc ça, par définition, c'est ceci. Donc j'ai fini ma démonstration du fait que pour chaque B, l'application qui envoie A sur P de A sachant B est une mesure de proba. Et quoi?
Ben, ça, c'est quelque chose qu'on a. Ceci, pour l'instant, normalement, je ne vous apprends rien. Ce sont des choses que vous savez déjà. Ce qui est rigolo, c'est que en renversant un peu les arguments, donc non pas en renversant, en relâchant, non, en particulier, je vais faire des phrases plus simples. En particulier, c'est pas vraiment en particulier. Je vais commencer un nouveau paragraphe. J'aime pas cette phrase, mais bon, j'ai rien de mieux. Donc, que l'application qui envoie B maintenant sur ceci. Donc, pour chaque B, on considère la mesure de probabilité conditionnelle AB. Donc, cette application-là, cette application qui envoie B sur une mesure conditionnelle, c'est quoi? C'est une application qui, à chaque B de A, associe une mesure de probabilité sur oméga. C'est-à-dire qu'on a une application à image dans l'espace des mesures de probabilité sur oméga A. Vous voyez ça? Pour chaque B, j'ai une mesure de proba. Et donc j'ai maintenant une application à image dans l'espace des mesures de proba. Et si maintenant je relâche B, donc si on choisit B aléatoirement selon la mesure P, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a une mesure aléatoire. C'est-à-dire que je choisis B au hasard, et quand j'ai choisi B, j'ai obtenu une mesure de proba. Donc j'ai une variable aléatoire à image dans l'espace des mesures de probabilité sur mon espace oméga A. Vous voyez ça jusqu'à présent? Donc ça, évidemment, c'est quelque chose de très tentant, de créer une variable aléatoire dont les irréalisations sont des mesures de probabilité. Alors, il n'est pas simple, en fait on va passer tout ce chapitre à le construire d'ailleurs, il n'est pas simple de construire ces mesures aléatoires P de machin sachant machin, entre guillemets proprement. Et vous n'allez pas aimer, je veux dire, personne de normal n'aime la définition. Donc la bonne définition d'une mesure de probabilité conditionnelle, c'est très bizarre. C'est très bizarre parce que c'est même difficile de voir le rapport entre la définition et l'objet qu'on cherche à définir. Et donc, avant de nous y attaquer, nous allons nous attarder sur quelques exemples ou quelques cas je crois que c'est un mot qui n'existe pas, mais je trouve qu'il devrait exister, qu'on peut intuiter. Et donc, on va commencer par ça. Donc, on va commencer par quelques exemples dans lesquels l'intuition nous dit ce qui doit se passer. On n'aura aucune justification, mais on voit bien que c'est ça qui doit se passer. Et donc ça va être grosso modo le cours d'aujourd'hui. On va donner plein d'exemples dans lesquels on voit comment ça doit marcher. Et puis le cours suivant, on va donner la définition. On va voir que cette définition est très bizarre. C'est une définition, proposée par des Russes et donc probablement imbibée de vodka pour avoir l'intuition. Et puis on a l'intuition est absolument géniale. Et on verra que la définition fonctionne en tant que telle. Et puis après, on terminera le cours en voyant que, en fait, oui, cette définition permet de récupérer tous les trucs qu'on aura construits aujourd'hui à l'intuition. Ça va? C'est ça le plan de ce chapitre. Des questions pour l'instant? Tout va bien? Je vois que deux têtes.
Oui. Après, j'imagine que c'est pas très important parce que les B sont de probabilité nulle, mais on va quand même avoir un problème dans le cas où les B sont de probabilité nulle. Tout à fait. En fait, ça va être excellente question, merci. Je ne sais pas si tout le monde a suivi. Évidemment, ici, j'ai exclu dès le début les baies de probabilité nulle, mais c'est un gros souci d'exclure tous les baies de probabilité nulle parce que, par exemple, on va même faire ça dans mon exemple, je sais plus, dans un de mes exemples, c'est un des exemples qu'on va faire tout de suite, on n'a pas envie d'exclure les baies de probabilité nulle parce que, par exemple, imaginez deux variables aléatoires conjointement continues. On a envie de calculer la probabilité de machin, sachant donc de y appartient à b, sachant que x est égal à 3, par exemple. On a envie de pouvoir faire ça. Mais l'événement en probabilité que x est égal à 3 est de probabilité nulle. Et donc on a un énorme souci, parce que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent ne fonctionne que pour les probabilités non nulles. Et donc oui, t'as raison Arthur, c'est un souci, et en fait c'est même ce qu'on va voir, c'est que on va voir que la définition même, la bonne définition de probabilité conditionnelle doit se faire en contournant le problème des événements de probabilité nulle. D'autres questions? Enfin, je ne sais pas si j'étais clair déjà. Et si oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, alors exemple 1, tout facile, tout mignon. En principe, tout le monde, matheux et actuaire, vous devez tout comprendre à cet exemple-ci. Je prends x, y, deux variables aléatoires. Donc je vais écrire v.a pour variable aléatoire, discrète. Sur... j'essaierai de ne jamais oublier de l'écrire, mais typiquement, je vais l'oublier quand même. Donc, c'est sous-entendu sur un espace probabilisé oméga AP. Ça ressemble à quoi, ce truc-là? Non, d'abord, supposons que x de oméga, donc x de oméga, pour les matheux, je crois que c'est clair ce que c'est l'image de oméga par x. Pour les actuaires, vous voyez ça comme l'ensemble des x de oméga tel que oméga appartient à oméga. Donc c'est l'image par x de oméga. Et supposons que cet ensemble-ci puisse, c'est discret, donc on peut les lister. Imaginons que ce soit ceci. Et donc je suppose que j'ai un nombre fini de valeurs différentes. C'est une hypothèse que je fais, c'est une hypothèse qui n'est pas utile, on va s'en passer tout de suite quand on fera les choses proprement, mais ici ça va me permettre de faire des Fubini sans me poser des questions d'existence de convergence des séries. Donc je suppose aussi que x de oméga, qui est donc égal à ceci, pardon, que y de oméga est de la forme, pardon, ici j'ai mis un j, je voulais mettre un i, y1, y2, jusqu'à yj. Bien entendu, i et j ne doivent pas être égaux. Ce sont juste des nombres naturels. Alors, donc peut-être c'est utile pour vous que je fasse vite un petit tableau. Donc ça donne quoi ça? Ça donne que x, il prend les valeurs x1, x2, xi, comme ça, jusqu'à xi. Y qui prend les valeurs y1 jusqu'à yj jusqu'à yj. Voilà. Et donc il y a une loi jointe. On écrit donc la loi jointe de ces gens-là. Donc la probabilité que x, y soit égal à xi, yj. Donc ça, on l'écrit petit pij. Et donc, pour les actuaires, en fait, je suis ici quelque part dans le cours de première année. Et donc, ça, ce nombre-ci, c'est pij.
Ça, c'est P11, ça, c'est P1J, ça, c'est P1 grand J, tac, 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 comme ça. Ça, c'est PI1, pardon, PI1, PII. C'est terriblement amusant. Vous avez compris le principe, hein? Ah, je me suis trompé, moi. C'est PI1, PIJ. Excusez-moi, je perds le temps de tout le monde, je crois, là. PIJ, PIJ. Voilà, comme ça. On est content. Il est content. Voilà, donc avec ceci, donc on a notre loi jointe. Clairement, on peut... on a plusieurs lois qui découlent de cette loi jointe, de cette loi bivariée. C'est quelque part bivarié, même si c'est un peu artificiel, vu que c'est discret. Et donc on a la loi jointe. La loi jointe, c'est ceci. Je recopie. On a les lois marginales. La loi de x, voilà, c'est la probabilité que x soit égal à xi. Et ça, c'est quoi? Bah, c'est, je regarde quelle est la probabilité que x soit égal à xi. Bah, en fonction des y, ça va être probabilité que x soit égal à xi et que y soit égal à y1 ou y2 jusqu'à ou yj. Et donc, ça me donne ceci. Donc, c'est la somme en colonne. PIJ, comme ça. Et ça se note typiquement PI point. Ça va à tout le monde, ce truc-là? Merci. Donc, c'est très pratique, hein, Léona et Dany, de vous voir. Comme ça, je peux avoir des gens qui font oui, sinon je ne sais pas. La loi marginale de Y se définit évidemment aussi. Donc, pour l'instant, en principe, je ne vous apprends strictement rien. Donc, YJ, ça va être la somme pour I qui va de 1 à I, tension, notation, de PIJ. Et ça se note P.J. Toujours OK? Alors, ça devient plus marrant quand on regarde, les lois conditionnelles. Donc, par exemple, on peut conditionner en x. Et donc, pour chaque i qui vaut 1 jusqu'à i, on a la loi conditionnelle qui est ici. Qui est donc quoi? Bah, c'est la probabilité que y soit égal à yj et que x soit égal à xi, qu'on redivise par la probabilité que x soit égal à xi. Et donc, ça donne pij sur pi point. Pour j qui va de 1 jusqu'à grand J. Et on a aussi la loi conditionnelle en Y. Et donc là, en fait, c'est la même chose, sauf qu'on inverse le rôle de I et de J. Et donc, je ne sais pas si vous le voyez, mais pour chaque X, on a une nouvelle loi de proba, ici, pour chacun de ces X, et pour chaque Y, on a une nouvelle loi de proba qui est ici. Oui, mais on sait aussi que dans chacune de ces lois, ouais, non, je ne vais pas écrire ça comme ça. Rappelons que quoi? Bah, rappelons que si h est une fonction de R2
dans R, alors on a que l'espérance de H de XY, c'est la somme sur tous les IJ des H de XI, YJ, PIJ. Donc ça c'est l'espérance dans la loi jointe. On a aussi que si H est de R dans R, on peut définir l'espérance de H de X, ça va être la somme des H de X, I, P, I. Donc ça, c'est l'espérance dans la loi marginale de X. On peut définir aussi l'espérance de H de Y. Et on peut aussi définir, c'est là peut-être un peu la nouveauté de cet exemple, on peut aussi définir pour chaque YJ, donc on peut définir l'espérance de H de X sachant que Y est égal à petit YJ. Ça va être quoi? Ça va être la somme pour I qui va de 1 à I des H de XI dans la loi conditionnelle. Donc là, on intègre dans la loi conditionnelle à l'événement Y égale YJ. Et donc ça, c'est ceci. Et on a aussi l'espérance de H de Y, sachant X, qui est donc la somme sur toutes les valeurs possibles de Y dans la loi conditionnelle de Y, étant donné que X est égal à XI. Tout le monde suit toujours? Ok. Oui, mais donc ça, c'est, pardon, ceci c'est pour tout J. Ceci c'est pour tout I. En particulier, on a l'espérance conditionnelle de X, sachant Y est égal à YJ. Là, c'est quoi? Ça, c'est la somme des XI, PIJ sur P.J. On a la variance, on a aussi une variance conditionnelle. C'est peut-être un concept un tout petit peu plus bizarre. C'est un J, ceci. La variance conditionnelle, c'est quoi? Ça va être l'espérance de x carré, étant donné que y est égal à yj, moins l'espérance de x, étant donné y est égal à yj, au carré. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la somme qui est ici. Suivez toujours? Ok. Alors, n'oublions pas, je fais un dernier truc et puis on fait une pause. N'oublions pas, j'ai envie de finir cet exemple-ci, n'oublions pas que y est une variable aléatoire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous prenez votre oméga, le oméga il est ici, vous prenez votre ensemble y1 jusqu'à yj, comme ceci, et le y, qu'est-ce qu'il fait? Quelque part, il découpe l'espace oméga en ce qu'on appelle des atomes, et donc là, on va avoir y-1 de y1, ici, on va avoir y-1 de y2, etc., etc., etc.
C'est une fonction, une variable aléatoire, c'est simplement une fonction d'un espace oméga dans un autre espace, une fonction mesurable, comme ceci. Ok, mais donc, en relâchant y, donc entre guillemets, en relâchant y dans les définitions ci-dessous, donc c'est ici qu'il faut s'accrocher un tout petit peu, la définition ci-dessous, on définit de nouvelles variables aléatoires qui sont quoi? Qui sont l'espérance de h de x, non plus sachant y est égal à quelque chose, mais simplement sachant y. Donc au lieu de conditionner par rapport à un événement que y vaut quelque chose, je conditionne par rapport à une variable aléatoire. Je définis aussi de la même façon l'espérance de x sachant y, la variance de x sachant y, etc. Je peux définir des moments conditionnels, fonctions généralisées moments conditionnels, fonctions caractéristiques conditionnelles, etc., etc., etc. Comment? On dit que, par exemple, celle-ci, l'espérance de h de x sachant y, c'est une fonction qui part de oméga et qui est à image dans une partie de R, disons, qui envoie oméga sur quoi? Qui envoie oméga sur l'espérance de h de x sachant y de oméga. Et ce truc-là, c'est quoi? Ça, c'est l'espérance de h de x sachant y de oméga. Et donc, si jamais y de oméga vaut y1, vous calculez l'espérance de h de x sachant y est égal à y1. Si jamais y de oméga est égal à y2, vous calculez l'espérance de h de x sachant que y est égal à y2, etc., etc., etc. Donc, avec la règle que si oméga appartient à y-1 de yj, alors l'espérance de h de x sachant y de oméga, c'est simplement la somme qui est ici. Toujours clair? Donc on a une variance conditionnelle, on a une fonction génératrice des moments conditionnels, on a tout ce qu'on savait faire avant donc dans le code première, on peut le refaire ici, mais maintenant avec des lois conditionnelles. Alors, toute dernière chose, c'est que, évidemment, ce machin-ci, c'est une variable aléatoire. L'espérance de h de x sachant y, c'est une variable aléatoire. Je peux donc calculer sa moyenne. Si j'ai une variable aléatoire, je peux calculer sa moyenne. L'espérance de h de x sachant y, c'est quoi? Ça, c'est par définition, on prend la somme sur toutes les valeurs que peut prendre la fonction espérance de h de x sachant y. Donc c'est, je regarde, donc je somme sur toutes les valeurs de j, les espérances de h de x sachant que y est égal à yj. Et puis je fais la fois la probabilité que y soit égal à yj. Tout le monde voit ça? Ici maintenant, ce truc-là, je remplace par sa définition. Pardon, je devrais écrire les choses en cohérence. Donc c'est P.J. Jusqu'ici ça va? Mais donc là, ce truc-là et ce truc-là se simplifient. Je peux faire un Fubini discret, c'est-à-dire je switch l'ordre de sommation. Ici, il n'y a aucun souci parce que j'ai des sommes finies et donc je peux les faire dans l'ordre que je préfère. Donc ici, je somme ici. Sauf que j'ai été bête. Là, il n'y a pas de J, donc
Lui, je peux le mettre ici, comme ça. Et là, vous reconnaissez quoi? Bah, ici, vous reconnaissez la loi marginale. La loi marginale de x. Donc ça, c'est quoi? Bah, ça, c'est la somme pour i qui va de 1 à i des h de xi pi point. Et ça, c'est par définition l'espérance de x. C'est-à-dire que l'espérance de l'espérance conditionnelle, quel que soit y, quel que soit h, c'est simplement l'espérance ici. C'est-à-dire que le conditionnement ne change pas la moyenne. Ça va? Ok. Petite pause. Il est 9h10. On va reprendre à 9h16. Ça va? 6 minutes de pause. Je vais couper l'enregistrement et en refaire un nouveau tout de suite après.